Bonjour, bienvenue sur One Shot, nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est notre journal du mois de mai. Vous vous en souvenez, on avait prévu de faire un journal une fois tous les 2 mois. Ça fait 2 mois. Et on se retrouve avec Gorgor pour faire le point sur la chaîne. Comment tu vas? Bonjour Maë, ça va et toi? Eh Le ben, déménagement s'est bien passé? non, ça s'est mal passé. On s'est J'imagine bien. on s'est fait planter par les personnes qui devaient faire le ménage, notamment. Donc, on a dû emménager dans un appartement dégueulasse, mettre les meubles sur le côté. Bref. Euh, Et ce que je te disais hors live, j'ai un grand bureau maintenant, mais sous les combles, et donc j'ai pas la hauteur de plafond pour mettre ma bibliothèque, ce qui me gêne beaucoup. Effectivement, on ne voit plus cette bibliothèque qui trônait derrière toi. Elle est dans la chambre maintenant. Mais je vais trouver une solution pour me faire un décor un peu mieux que ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe dans ta vie ces temps-ci? Qu'est-ce que tu fais d'intéressant? Alors, ce que je fais d'intéressant, j'ai fini les cours et donc je suis en pleine période de révision pour mes examens. Donc j'ai beaucoup moins de temps disponible parce que j'ai envie de les réussir, bien entendu. Mais j'ai quand même trouvé un peu de temps pour regarder quelques films et gratter deux, trois jeux comme ça quand j'ai un petit peu de temps à tuer. Mais pas beaucoup en fait. Donc pour l'instant, je suis plutôt au ralenti. Je dois bien avouer que j'ai pas fait de critique, je pense, sur le mois de mai. Je vais essayer de me rattraper sur la fin du mois parce que j'étais un peu malade, il y avait la fin des cours et tout ça. Donc voilà. Maintenant, en matière de, on va dire, de films ou de choses que j'ai pu voir, il m'a pris une zine récemment, c'est de revoir des films de Nicolas Cage. Donc j'ai pris, enfin je sais pas si toi t'es amateur ou pas, mais sa filmographie est assez vaste en fait. Ça va des gros navets à des films qui sont très très bons. Hein. Ça va de je sais pas moi, Volte-Face, 8 mm, 60 secondes chrono, Lord of War, à des films beaucoup moins bons. Par exemple, un que j'ai vu récemment, c'était Prisoners of the Ghostland, qui est vraiment très très mauvais, mais c'est mauvais au point d'en rire en fait. Et en fait, c'est venu parce que il y a quelques mois, j'étais tombé sur un petit jeu amateur qui s'appelle Uncaging Nicolas, où on joue différents Nicolas Cage de différents films qui doivent retrouver un Nicolas Cage qui n'est pas dans le bon film et le ramener dans le bon film. Alors c'est très très sommaire, c'est très très simple comme jeu, mais ça m'avait motivé en fait à creuser, à regarder un peu ce qu'il avait et il a fait genre une centaine de films, hein. Donc il y a une quantité énorme d'inspiration de scénarios et typiquement ce jeu-là en fait propose que tout le monde ait vu le film d'où vient Nicolas Cage, celui qui a disparu, mais pas forcément où on va aller le chercher. Et donc voilà, c'est vraiment basé là-dessus, c'est très simple, ça a l'air comique, c'est un jeu apéro. Hein. Je sais pas si tu en as entendu parler. J'ai entendu parler du jeu, mais j'imagine à peine le travail de préparation. C'est-à-dire qu'il faut connaître tous les films de Nicolas Cage. Alors non, il faut connaître au moins le film d'où vient le Nicolas Cage, qui a disparu, enfin qui a changé de film, et après, les joueurs vont découvrir justement le film en fait dans lequel il est, et en fait le scénario c'est le MJ va reprendre différentes scènes du film et jouer au fur et à mesure ces différentes scènes pour essayer de reprendre le Nicolas Cage et de le ramener. Les mécaniques, c'est vraiment très très simple. Là, c'est 2D6 et c'est à peu près tout. Et il n'y a rien qui aide le MJ à savoir comment on le ramène dans le bon film. Tu vois, Hmm. c'est vraiment très freestyle et c'est plutôt un jeu pour rigoler si on aime bien un peu les films de Nicolas Cage. D'accord, d'accord, Euh, d'accord. Ça mériterait de le faire avec d'autres acteurs, des acteurs un petit peu meilleurs peut-être, hein? alors, il a fait des très bons films. Hein. Maintenant, il a fait des très mauvais. Hein. Moi, je trouve que c'est un bon acteur. En tout cas, il fait plein de choses différentes et il n'a pas l'air trop gêné de faire des navets, donc ça va. C'est vrai qu'il Euh, va, il est pas gêné par l'autodérision. c'est ça. Il va être à l'affiche de Spider Noir bientôt, je crois. Oui, j'ai vu ça. Oui, il a encore plein de projets dans les bacs qui arrivent bientôt. Et je pense que c'est parce qu'il a fait énormément de films que quelqu'un s'est dit, bah tiens, je vais faire un jeu basé là-dessus. Bon, voilà, c'est comique, quoi. D'accord.
Sinon, j'ai pas fait grand-chose de plus, hein. J'ai regardé des séries assez mainstream, genre The Boys ou True Detective, mais voilà, au niveau TV, j'ai pas regardé grand-chose de plus. J'ai joué un peu à Citizen Sleeper 2, que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, hein. Il est dans la continuité du 1, et Deep Rock Galactic, hein, où on joue des nains qui forent dans la montagne, dans l'espace. C'est un jeu multijoueur où tu as des objectifs et des missions, mais voilà, c'est vraiment très épisodique. Et toi, de ton côté? Ah, attends, déjà, avant de réagir, tu n'as pas joué à Deep Rock Galactic à cause de la critique de Stoneburner par hasard. Parce que Stoneburner, c'est exactement ça. Ah ouais, je sais, mais non, je l'avais déjà avant. Mais je l'avais pas encore sorti des cartons, hein. Ça m'arrive régulièrement d'acheter des jeux et de me dire je vais y jouer, et puis j'ai pas le temps, et puis voilà, je les sors de temps en temps. Mais oui, c'est l'idée, mais c'est pas ça qui m'a inspiré. Hmm. D'accord, d'accord. Moi, de mon côté, bah, j'ai été assez occupé entre le déménagement à la fin du semestre aussi. J'ai pas regardé grand-chose. Je suis en train de regarder très lentement la série The Man in the High Castle. Je sais pas si c'est traduit en français le titre ou pas. Mais je la regarde essentiellement parce que je trouve que c'est une très bonne inspiration pour la campagne de Nock que je suis en train de jouer. Où on joue effectivement de la résistance dans un contexte un peu flou. Et puis sinon, j'ai peut-être joué plus que. J'ai joué, on parle de jeux vidéo ici, plus que d'habitude, parce que par contre, j'ai joué moins en termes de jeux de rôle. Je vais t'expliquer ça après. Mais je me suis fait le remake de Final Fantasy VII, le premier volet. J'ai détesté, alors que j'adore le jeu original. Je me suis retrouvé face à une simulation de couloir avec quelques combats ici et là. J'ai trouvé ça nul, vraiment nul. Et puis sinon, plus sympa, Days Gone. Enfin, souvent, mais les jeux auxquels je joue, les jeux vidéo auxquels je joue, sont liés plus ou moins aux jeux de rôle que je lis ou que je veux jouer. Et donc, en même temps que la critique de Breathless, j'ai joué à Days Gone, qui est un jeu. Alors, j'ai sur PC, mais c'est un jeu PlayStation post-apocalyptique dans un univers de zombies. Euh, Décent. Et je suis en train de faire Ixion, qui est un city builder où on joue une station spatiale qui s'est téléportée quelque part, euh, qui donc doit essayer de survivre. Ça fait très Coriolis en réalité. Je connais Days Gone, mais pas Ixion. J'y serai un œil, tiens. J'aime encore bien les city builders quand je ne suis pas pressé. Moi, j'aime pas trop les city builders, je mange pas trop aux jeux de management, sauf, et c'est comme le jeu de rôle, sauf les jeux qui ont une histoire très forte. Et du coup, les jeux comme The Are Billions, tu sais, c'est un jeu de zombies, mais en city builder. Il y a comment ça s'appelle, bien sûr, Frost. Ah, comment ça s'appelle? Ah, le jeu où tu construis une ville perdue dans le Frostpunk. grand. Voilà, c'est ça, Frostpunk. Voilà. Et là, quand il y a une histoire assez forte, ça me plaît. Et donc, Ixion, c'est ce genre de jeu avec une histoire qui est quand même très présente. Du coup, ça me parle un peu. À côté, Mais généralement, ça m'aide aussi à plus m'immerger dans le jeu, m'investir. À côté, niveau jeu de rôle, c'était assez calme pour moi parce que déjà, bah, j'étais assez occupé et j'ai eu plusieurs parties qui ont été annulées ou voir un groupe. J'ai toujours Knock, mais je devais lancer une deuxième campagne à côté en anglais. On avait choisi Elysium et entre mon déménagement qui m'a pris plus de temps que prévu et une joueuse qui a appris à dernière minute aussi qu'elle devait déménager, mais vraiment aux États-Unis, donc partir à l'étranger, et ben le groupe s'est un peu effondré et donc j'ai pas lancé la campagne. Et du coup, bah, j'ai surtout joué aux jeux vidéo ou aux jeux solo, mais moins de one-shot que d'habitude. Toi, t'as joué à des choses intéressantes? En fait, j'ai continué tout ce que j'avais. Hmm. J'essaie de ne pas rajouter de choses, hein, avec les examens, mais ça arrivera sûrement sous peu, vu qu'il va y avoir les vacances. Mais j'ai continué à faire du Everspark dans l'univers de Spire. J'ai Stone Top en cours. J'ai du Brindlewood Bay. J'ai commencé à animer les petites mamies qui font de l'enquête, et c'est très sympa. J'aimais pas du tout côté joueur, et j'aime beaucoup côté MJ. C'est peut-être le groupe aussi qui favorise ça. Sans doute. Bien, 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 bien. Ben, on va passer à la deuxième partie de notre petit journal.
Deuxième partie donc, un petit mot rapide sur l'actu de la chaîne, comme à chaque fois, vous l'avez vu, on suit notre petit bonhomme de chemin. On a fait un peu moins de vidéos à cause des examens, du déménagement, mais ça va, c'est drôle, on a atteint notre objectif. Alors vous n'étiez pas au courant, mais quand on a lancé la chaîne, j'avais dit que l'objectif réaliste qu'on se fixait, c'était au bout de 6 mois de faire entre 200 et 500 vues sur les vidéos, que si on faisait ça, on serait content, pas besoin d'aller plus loin. Et c'est exactement après 6 mois, là où on se trouve, donc c'est bien, objectif atteint. Tout à fait. C'est plus que ce que j'imaginais. Moi, j'imaginais pas qu'on ait autant d'audience, mais voilà, c'est une bonne chose. Ça a l'air d'intéresser les gens et c'est l'essentiel, hein, partager, discuter, découvrir. Surtout qu'on fait peu de communication. Et je pense qu'on va rester là. Je pense pas qu'on grossisse beaucoup plus que ça, mais moi, ça me convient. On a une belle petite communauté aussi sur le Discord. Oui, je pense que c'est le côté le plus intéressant parce que bah, voilà, partager avec les autres dans la critique, c'est une chose, enfin en critiquant des jeux, c'est une chose, mais pouvoir en discuter justement plus de manière plus approfondie avec un échange, bah, c'est ce qui est vraiment intéressant. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus en fait dans l'aspect critique de jeux de rôle, c'est pouvoir confronter mon avis avec ceux des autres. Mm. Et c'est intéressant parce qu'on a réussi à mettre en place ces soirées papotage, comme on les appelle maintenant, tous les mois. Donc la prochaine, ce sera le 30 mai. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Passez sur le Discord. Tout le monde est le bienvenu. Ce qui nous amène à la troisième partie de notre journal. Vous le savez, on aime bien revenir sur les critiques qu'on a fait l'un et l'autre. Comme ça permet à vous d'avoir un autre point de vue. Et on va commencer par la critique que j'ai faite, moi, sur les jeux de Fari RPG. Gorgor, je sais que tu voulais nous en toucher un mot. Tout à fait. Ben, je voulais revenir déjà sur Breathless, hein, qui a été traduit en français à bout de souffle, et je trouve que c'est une bonne chose en fait. Ça permet d'avoir le jeu disponible en français pour les gens qui sont allergiques justement à l'anglais. Le système est très simple et facile à utiliser, hein. Il se prend en main comme pour rire, donc c'est parfait pour les one-shots et pour les moments genre quelqu'un est absent en dernière minute, ben c'est pas grave, on va quand même faire un petit jeu rapide sur le pouce, on sait le faire avec Breathless. Pour moi, le gros défaut, mais bon, c'est pas le but du jeu, c'est que bah, sur la continuité, on sait pas vraiment y jouer. Ça reste vraiment un jeu fait pour un one-shot ou 2 sessions maximum. Euh, il me semble que tu avais parlé aussi du Charge SRD, hein, la version épurée de Blades in the Dark. Donc, c'est une version où il y a juste le système de résolution. Euh, qui m'a bien emballé quand je l'ai lu. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ben, j'allais surtout pas l'utiliser parce que ça manquait de tout ce qu'il y avait sur le côté en fait des jeux forgés dans les ténèbres justement, et que c'était ça qui faisait le sel de ce système-là en fait, qui le rendait intéressant. Ouais, j'en ai parlé très rapidement. Je l'ai lu, j'ai jamais joué. Mais pareil, à la lecture, j'ai bien aimé. Je parle de Charge ou de sa version épurée Dash. Moi, ça me botterait plus de jouer les jeux Blades in the Dark avec cette version épurée que avec le système original. Mais bon, les goûts et les couleurs. Euh, c'est ça. Je trouve que justement tout le contexte qu'amènent les jeux bien écrits, il y en a beaucoup, hein, Forge in the Dark, c'est ça qui rend ce système-là vraiment bien, en fait. Parce que sinon, ça reste un système de résolution, comme il y en a plein d'autres, et qui n'est pas meilleur ou moins bon que d'autres. De toute façon, on va en reparler de tout ça très bientôt sur la chaîne parce que moi, je voulais faire une critique de Cyber plus Punk, bientôt, je sais pas quand, mais bientôt. Et puis, on a Blade 68 qui arrive aussi. On aura sans doute beaucoup de choses à dire, hein. Il y a beaucoup de gens qui attendent ce supplément. Et on en parlera sans doute sur la chaîne. Peut-être toi, tu l'as pledgé, j'imagine. Oui, bien sûr. Je ne On pourrais est deux. pas passer à côté de ce jeu-là. Ok, ok. Euh, Sinon, je voulais revenir aussi un peu sur Voidlight, en fait. Alors, moi, j'ai bien aimé dans le jeu l'idée de la batterie qui s'use, hein, mais voilà, c'est une petite idée sympa que le jeu a amené. Mais à côté de ça, pour moi, la lecture du jeu a été extrêmement fastidieuse. J'ai trouvé que la maquette était très difficile à lire. Il a fallu vraiment que je prenne du temps pour le lire. Et puis à côté de ça, ben, la création aléatoire du personnage est quelque chose
me plaît pas généralement dans les jeux. Et ici, je la trouve vraiment anecdotique ou enfin inutile en fait. J'ai pour le parallèle ou l'anecdote en fait, j'ai trouvé quand je jouais à Donjons et Dragons, quand ils ont amené les arrays où on pouvait répartir nos caractéristiques, j'ai trouvé que c'était une innovation. Waouh! Plutôt que de lancer les dés et de se baser sur le hasard, alors qu'au final, c'est jamais très enfin, c'est pas révolutionnaire, mais c'est quelque chose que je préfère largement avoir cette agentivité justement lors de la création de personnages. Hmm. D'accord, d'accord. Après Voidlight, je crois que c'est ce que je disais dans la vidéo, il joue pas dans la même catégorie que Stoneburner. Il y a pas eu de financement participatif, il était tout seul à la manœuvre. Je l'aurais pas intégré à la critique personnellement si tu ne m'avais pas dit avant que toi tu voulais en parler. Parce que voilà, pour moi qui suis plutôt amateur d'OSR, je trouve que le jeu, au-delà effectivement de cette batterie, mais qui vient peut-être de Shadow Dark ou de jeux équivalents, je trouvais qu'elle n'était pas particulièrement originale. L'originalité, elle vient que cette batterie, on peut aussi l'utiliser pour avoir des bonus. Mais mis à part ça, le côté exploration, qui est le cœur du jeu en lui-même, je l'ai trouvé assez classique. Donc moi, je ne sais pas si je le jouerai un jour, en dehors de la partie en solo que j'ai déjà faite. Je pense pas y rejouer. Oui, moi je pense que je n'y jouerai jamais, hein. Il y a des jeux qui font la même chose que ça, mais en mieux. Et puis, n'étant pas un grand fan d'OSR à la base, c'est clairement pas ma tasse de thé, mais voilà, ça permet de découvrir différents jeux. Euh, je voulais aussi, il me semble que quand tu as présenté les jeux, tu n'en as pas parlé. Ils ont sorti, enfin, il a sorti, René Pierre a sorti Hopes and Dreams il y a quelques mois, un an, peut-être un an et demi, qui est aussi un jeu, enfin comme beaucoup de jeux qu'il a fait, qui a le cul entre deux chaises en fait. C'est un jeu où on joue des rêveurs qui vont restaurer la ville, donc c'est assez flou, enfin c'est un peu vague en fait. Le système est assez simple, hein, on jette de 1 à 3 des 6 et le MJ aussi, et c'est celui qui fait le plus gros qui comment dire, qui a gain de cause, on va dire, sur la conséquence de l'action, si tu as réussi, si c'est mitigé ou si c'est raté. Évidemment, il y a des petites variations, des petites subtilités dans ce système-là, mais je trouvais le jeu encore assez sympathique, même s'il ne s'inscrit pas dans un truc waouh. Et je voulais surtout ajouter le fait qu'il sort plein de jeux. C'est très bien chez Fari Games, mais il y a pas de suivi, ou peu de suivi en fait. Les suivis viennent de la communauté derrière quand il y a des jams. Et ça, c'est intéressant. Mais lui, il va sortir vraiment son jeu. Alors, le seul que j'ai pas lu, c'est Stoneburner. Mais pour tous les autres, en fait, c'est des gens qui vont s'approprier ce qu'il a fait et en faire quelque chose, c'est le faire vivre. Mais lui-même ne fait, comme beaucoup d'auteurs amateurs indépendants, ils offrent assez peu de suivi de leur jeu. Et si on aime bien un jeu, ben, on est obligé de se baser sur ce que la communauté produit, en fait. Hmm. Mais ça, c'est une question de personnes aussi. Je sais que René Pierre, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai vu des interviews qu'il a données. Il est tout à fait conscient, semble-t-il, d'être quelqu'un un peu touche-à-tout. Il aime bien se disperser, avoir 40 projets en parallèle. Là, il a 3 jeux qui arrivent, hein. Euh, et du coup, effectivement, ça fait qu'il ne les poursuit pas et même parfois qu'il les approfondit pas assez. Mais voilà, en contrepartie, il propose beaucoup de jeux, donc chacun pourrait y trouver son compte. Et toi, tu voulais revenir sur les jeux que j'ai présentés, Car from Brindlewood. Oui, alors rapidement, parce que c'est pas forcément pour parler des jeux en eux-mêmes, il y en a certains auxquels j'ai joué, comme Public Access, Brindlewood Bay, d'autres que j'ai lus ou auxquels je veux jouer, Artifact, Rosewood Abbey, que j'aime beaucoup. J'ai lu il y a 2 jours dans l'ombre d'Excalibur. J'y jouerai peut-être un jour. Mais surtout, chez moi, ça a provoqué une sorte de réflexion sur ce que c'est qu'un jeu émergent. Alors toi, tu les as clairement définis comme des jeux Carafe from Brindlewood. Je crois que c'est moi qui ai mis dans la miniature les jeux émergents dans toute leur richesse. Et c'est un système, moi, le système de Brindlewood, c'est un système que j'aime bien. Mais j'ai repensé à la discussion qu'il y a eu sur le Discord autour de l'émergence, et tu avais une discussion avec quelqu'un et vous n'aviez pas l'air d'avoir du tout la même compréhension de ce que c'était qu'un jeu émergent.
Lui, il parlait de Donjons et Dragons plutôt en mode bac à sable, je pense. Toi, en mode vraiment émergent, en mode Brindlewood. Et ça m'a amené à réfléchir sur les jeux OSR, qu'on appelle en général pas émergents. Et pourtant, quand on regarde comment c'est construit dans les idées fondamentales de l'OSR, c'est quand même cette idée que on pose des problèmes, pas de solution. Et dans tous les jeux OSR les plus modernes, les jeux comme Mothership, Liminal Horror ou autres, souvent il n'y a pas une histoire, il n'y a pas une trame, mais il y a des bouts d'inspiration narrative dans différents lieux. On va dire, tiens, telle personne, je sais pas si c'est dans une ville moderne aux États-Unis, tel postier en fait, on sait qui sort la nuit de pleine lune, on ne dit pas pourquoi. Et tous ces bouts comme ça, qui ne sont même pas des histoires en soi, qui sont juste des idées d'histoire potentielles, les joueurs vont les associer ensemble et ça va faire une histoire à la fin. Liminal Horror, c'est exactement ça. Et pour moi, ça, c'est aussi de l'émergence. C'est une histoire qui est pas prévue, qui est pas codée, même si, contrairement au jeu à la Brindlewood Bay, il y a quand même une direction. Mais il n'y a rien qui est écrit clairement dans le bouquin. On laisse les joueurs développer l'histoire telle qu'ils le souhaitent. Et est-ce que toi, tu appellerais ça un jeu émergent? Je suis curieux. Alors, il faut distinguer deux notions d'émergence, en fait. Là, ce que tu décris, les bacs à sable, l'OSR est un jeu émergent parce que tu donnes des rumeurs, tu vas donner des points d'intérêt et les joueurs vont dire, bah, c'est celui-là qui m'intéresse, je vais aller l'explorer. Mais en fait, t'as pas forcément le donjon qui est fait derrière ou t'as pas forcément les monstres. Tu vas peut-être utiliser les tables aléatoires pour générer ça. Et donc, tu fais émerger le jeu en fonction d'où l'intérêt se porte. Donc ça, c'est de l'émergence. Et ça, tu peux l'avoir dans n'importe quel jeu. Donjons et Dragons, j'ai joué en émergence depuis que je jette un des 20. Mais la spécificité des jeux Car from Brindlewood, c'est que c'est de l'enquête émergente. Là où tu vas avoir un scénario d'enquête, tu vas avoir une trame et la résolution est définie au début. Que les jeux qui découlent de Brindlewood Bay, ben en fait, la résolution n'est pas du tout prévue à l'avance et c'est les joueurs, enfin, les personnages qui vont émettre une théorie, non, c'est les joueurs là, et les joueuses qui vont émettre la théorie pour dire ben, c'est le colonel Moutard avec le chandelier dans la bibliothèque parce qu'ils ont récolté des traces de sang dans la bibliothèque, ils ont récolté un chandelier et ils ont récolté des poils de moustache comme indice et ils ont mis les trois ensemble et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la résolution. Et donc c'est vraiment le côté enquête en fait qui émerge et qui est différent de ce que tu as dans d'autres jeux. Mais tu vois, je pense qu'il y a de l'enquête, il y a des OSR d'enquête aussi. Je parlais de Liminal Horror, c'est ça. Hein, tu as un bac à sable avec de l'enquête et la résolution n'est pas prévue. Elle est complètement ouverte en réalité. Pour ça que je faisais la comparaison entre ces jeux-là et les jeux Brindlewood Bay, les jeux Card from Brindlewood. La principale différence pour moi, c'est qu'on a d'un côté Brindlewood, un système très horizontal avec souvent cette volonté de ne surtout pas forcer la moindre direction à l'histoire avec des questions très, très, trop générales pour moi. Alors que du côté de ces jeux OSR, on a bon, déjà la verticalité, il y a un GM qui est important. Et on a souvent quand même une direction dans ces bouts d'histoire à droite à gauche. Il y a quand même, on sent qu'il y a une direction. Et tu vas voir, on va en reparler dans les jeux que j'ai commenté tout à l'heure, parce que c'est un peu le même problème dans le jeu solo. Moi, j'ai du mal avec les jeux solo où juste on te donne un mot, une couleur et voilà, débrouille-toi. J'aime bien les jeux qui justement on sent qu'il y a une histoire et que cette histoire, elle va quelque part. C'est à toi de l'interpréter, mais elle va quelque part. Et moi, c'est la principale différence que je vois entre les jeux Card from Brindlewood que je connais, parce que je ne les connais pas tous, et les jeux OSR ou les jeux solo qui parfois ont, pour certains, une histoire, je ne vais pas dire plus claire, mais une direction moins, moins générale. Ouais, je vois. En fait, le boulot d'interpréter les indices, c'est toujours les joueurs qui vont le faire, mais la façon de mettre des limites ou de guider ou de dire, bah, là, on va rester dans les souterrains parce qu'on va pas sortir que dans Brindlewood Bay, tu pourrais sortir, le monstre n'est pas là, mais c'est pas grave, tu pourrais quand même trouver des indices. Que dans Liminal Horror, je suis pas sûr que le jeu pense que tu peux aller chercher des indices où personne n'a prévu d'en trouver. Maintenant, je sais pas, hein, je n'ai pas lu tous les scénarios existants pour Liminal Horror, mais j'ai l'impression qu'il y a un côté plus interprétatif dans Brindlewood et effectivement, tu as moins de cadres
qui a, on va dire, imposé, c'est pas le bon mot, mais qui est fourni en amont. Il y a moins de cadres, c'est vrai. Mais le cadre est important, ça fait partie du système dans l'OSR. Bon, c'est pas une pensée totalement aboutie de mon côté, c'est quelque chose qui se développera avec le temps. On peut s'arrêter là. Mais dernière critique dont on voulait discuter ensemble, c'est celle de Mothership. Tu l'as lu, tu y as joué? Alors, j'ai pas joué à Mothership, je l'ai lu. Euh, j'ai trouvé que j'ai lu aussi tous les scénarios, les gros scénarios qui sont sortis au début. Donc dans la V1, ils ont sorti, c'est quoi, Dead Planet, la station spatiale, je me souviens plus des noms, mais Prospero, oui. Pound of Flesh. Mhm. Enfin, j'en avais lu trois, hein, les trois qui sont sortis au début, et j'ai trouvé vraiment le bac à sable, ou en tout cas ce qu'ils offraient pour jouer, vraiment super enthousiasmant. Je me suis dit, waouh, génial, j'ai envie de jouer là-dedans, en lisant pas tout, hein, en lisant des parties, et en me disant, bah, contextuellement, ça a l'air vraiment très chouette. Puis j'ai pris le temps de lire le système, je me suis fait, wow, déjà, un système d'essence, c'est pas mon kiff. Euh, voilà, on a des affinités ou pas. Le D20 et le D100 sont des dés que je n'aime pas. Je préfère le D12, les deux D6, voilà. Peu importe les raisons, il y en a sûrement inconscientes. Mais ce qui m'a bloqué en fait dans Mothership, c'est le système de combat. Alors, je pense qu'on en a parlé sur le Discord. Il va y avoir un danger et ben, les PJ vont subir des conséquences. Ben, parfois, il peut y avoir des combats, mais il y a plein de règles en fait pour ça. Il y a des règles qui permettent de définir l'initiative, les dégâts, l'armure, la couverture, les blessures, parce qu'il y a un jet à faire quand tu es blessé, la mort, les différents types de dégâts, que ce soit l'oxygène, le froid, le chaud, les radiations, la nourriture, l'eau, enfin le manque de la fatigue, l'overdose de Steampack, et une gestion d'argent aussi très détaillée. Et toutes ces petites règles-là, en fait, je me suis dit, bon, non, c'est pas pour moi. Côté MJ, en fait, c'est une charge mentale que je trouve en fait inutile. J'aurais bien vu un jeu comme Mothership, à la limite avec un dessin, mais avec un système où bah, t'es blessé puis t'es mort. Ah, tu vois, pour vraiment transmettre cette notion de danger, pour réduire le nombre de GD, parce qu'ici, il faut quand même en faire vraiment beaucoup s'il y a un affrontement. En fait, on est dans un système, on va dire, plus OSR traditionnel de combat, et je trouve que c'est inutile dans un jeu comme ça, en fait. Je me souviens plus. Alors moi, je le joue exactement comme tu le décris, hein. Moi, je j'ai pas d'armure, j'ai pas de. Et c'est l'idée aussi de Mothership. On te dit clairement, on te propose plein de blocs de mécaniques différents, mais tu utilises ce que tu veux et tu modifies ce que tu veux. Et c'est pas juste tu les modifies. En fait, il est pensé pour être modifié et il est pensé pour ne pas tout jouer toutes les mécaniques en même temps, y compris sur les combats. On te dit que c'est quand même un des éléments fondateurs à Mothership, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de combat en réalité. Non, tu combats, tu meurs. C'est dans l'idée même de Mothership. Donc après, tu rends le combat aussi létal que tu veux, ou tu peux diminuer la létalité en simplifiant certaines règles, en les modifiant. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le jouent de cette Mais façon-là. j'avoue que je sais pas, j'y ai pas joué, mais j'avoue que acheter un jeu qui me dit n'utilise pas tout, je peux le comprendre parce que c'est optionnel, mais c'est pas présenté en fait dans. Enfin, j'ai relu les règles justement avant cette vidéo-ci, et c'est pas mis que les combats sont optionnels, tu vois. Et ils proposent pas d'alternative pour le jouer différemment. Et c'est ça qui me. Tu vois, il n'y a pas un truc qui va te dire, OK, MJ, euh, voilà les trois options que tu as. Un truc genre super mortel, mais où on s'emmerde pas à faire 27 GD, un truc entre les deux, et le système qu'on a, enfin qui est présenté de base hein, dans le bouquin, dans le Player's Survival Guide, où tu as bah, les règles qui enchaînent après les règles de compétences et tout ça. Et pour moi, un jeu doit te proposer un truc qui doit être jouable dans enfin, ouais, dans sa thématique directement, tu vois. Si on dit ben, enlève ce que tu veux, ça marche pour tous les jeux en fait. Et donc, à un moment donné, fais un choix. Je comprends. Après, il y a des jeux qui sont justement pensés pour qu'on puisse enlever des blocs. Et il y en a d'autres où les blocs, tu ne peux pas les enlever parce qu'ils sont tous interconnectés les uns avec les autres. Là, c'est pas le cas. Mais je comprends. C'est une critique qui est souvent faite à Mothership. C'est qu'il faut trop le moduler et ça convient pas à tout le monde.
faut dire, je sais pas si tu as le jeu, mais la première page après la couverture, c'est une liste des armes avec les dégâts qu'ils font. Et donc, ça, tu vois, rien que ça te montre, c'est le premier contact que tu as avec le jeu, en fait. Et c'est, ben voilà, c'est une vision de ta hache, elle fait 2d10 de points de dégâts. Ben, c'est une vision très donjonesque enfin, ou SResque du jeu. Je comprends. Après je suis d'accord avec toi. Je suis pas fan du dessin non plus. Et je crois que je lis dans la critique. Pour moi, Mothership, l'intérêt, c'est pas son système, hein. Le Panic Engine, je l'ai utilisé beaucoup et maintenant, j'utilise de moins en moins, même quand je joue à Mothership. Mais par contre, après, les modules, tu dis les modules officiels, mais et surtout ces modules tiers sont souvent d'extrêmement bonne qualité. Et il y a de quoi piocher et s'amuser là-dedans avec ce système ou un autre. C'est ça qui fait la, la réputation de Mothership. Et là, on est tout à fait d'accord. Très bien. Et ben du coup, on va pas s'arrêter là. On va passer à nos lectures du mois. Et pour ça, on va penser à changer de scène. Et voilà, le changement de scène, c'est fait. Je dis ça parce que j'ai oublié tout à l'heure. Et on va commencer avec un jeu dont Gorgor voulait nous parler, à savoir Absurdia. Tout à fait. Alors, Absurdia, c'est quoi? Ben, c'est un PBTA déjà, donc vous savez, vous connaissez mon amour profond pour ce type de jeu, hein. Qu'est-ce qu'on y joue? On y joue des gens qui ont un lien avec le chaos, l'entropie, et qui vivent dans une zone urbaine, ça peut être la banlieue, et où il se passe des choses fantastiques, absurdes, de l'horreur quotidienne, du chaos, des événements surréalistes. Tout ça va se passer dans leur environnement et ils vont, en fonction de leur livret, des factions auxquelles ils appartiennent, essayer de résoudre ces différents problèmes avec des buts particuliers, hein, qui sont des incitants de jeu. Donc c'est très dans l'idée des PBTA. Et en fait, moi, ce qui m'a plu à la lecture du jeu, je ne l'ai pas testé encore parce qu'il faut trouver vraiment, je pense, un public très niche en fait pour jouer à ça. Ce qui m'a plu, c'est que ça a résonné avec certains jeux qui sont cités dans les inspirations, certains médias plutôt qui sont cités dans les inspirations, comme Gravity Falls, The Good Place, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles, et des jeux comme Triangle Agency, dont on a beaucoup parlé récemment, qui va être, qui a été financé pour la traduction française, qui est un jeu aussi qui joue avec la réalité, le surréalisme, le chaos, et des choses dans ce genre-là. Donc c'est un jeu qui fait un peu le pendant Triangle Agency, mais où on joue des gens normaux, et vraiment sous l'aspect des missions, comme le monstre de la semaine dans Monster of the Week, hein, c'est pensé exactement de la même façon. Ici, c'est l'aberration ou l'événement problématique de la semaine. Donc voilà, c'est un jeu qui ne mérite pas, à mon avis, une critique individuelle, mais qui peut être sympathique si c'est vraiment un domaine qui vous intéresse ou qui vous plaît. C'est pour ça que cette partie est là, c'est pour parler de tous ces jeux dont on ne ferait pas de critique en temps normal, mais qui méritent quand même un peu de lumière. Moi, je vais faire pareil. Alors, il y a 8 jeux dont j'ai envie de parler aujourd'hui, et c'est bien calé. J'ai 2 jeux modernes, 2 jeux solo, 2 jeux narratifs, 2 jeux OSR, et on va commencer avec les jeux modernes. Ça va être ceux sur lesquels j'ai passé assez rapidement. Mais d'abord, je voulais parler de Anomaly Hunters parce que c'est un hack breastless. On en parlait tout à l'heure. Il y a des gens qui sont emparés du système breastless et qui ont fait des jeux. Alors, je trouve que c'est un système qui n'a pas connu autant de succès que Mothership, que Morkborg, bien entendu. Mais dans le tas, il y a quelques jeux qui sont sortis du lot. J'ai déjà fait la critique de Substratum Protocol sur la chaîne et je voulais toucher un mot sur ce jeu-là. Anomaly Hunters, c'est un jeu qui est fait par une équipe canadienne. Alors, je ne connais pas les auteurs, mais j'ai cru voir, et j'ai pas retrouvé l'info récemment, mais j'ai cru voir passer l'info disant qu'il y avait un Kickstarter pour une version augmentée qui allait arriver. À prendre des pincettes, mais avec des pincettes, mais si vous le voyez, vous en aurez entendu parler auparavant. C'est un jeu qui fait un peu penser à Channel Fear parce que vous incarnez une équipe de tournage pour une émission de télé-réalité un peu sensationnaliste. Sauf que là, vous allez investir un lieu, une maison hantée, une mine ou je ne sais quoi, et vous allez placer 3 caméras à différents endroits
de la carte. Vous avez une carte, ça joue avec une carte, et vous allez vivre les scènes qui ont lieu devant les caméras. Et tout ça, c'est mécanisé. Alors, c'est du breathless, ça veut dire que c'est un système qui vous met la pression, mais il y a une idée que je trouve assez sympa. Le jeu est assez bien fait. Le seul bémol, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de scénario, il faut juste un système. Je ne sais pas si dans la version augmentée, il y aura des scénarios ou pas, mais pour le reste, moi, c'est un jeu que j'ai envie de tester un jour. Maintenant, il n'y a pas de scénario, mais c'est pas grave parce que les scénarios d'horreur contemporaine, on a un paquet à côté et c'est pour ça que je voulais parler de ce second jeu, Obscur. Alors, il n'est pas récent, il est sorti en 2024. Je l'avais pledgé à l'époque et depuis, on a eu 2 recueils de scénarios. Il y en a un tous les ans qui sort et le deuxième vient de sortir. Là, on l'a reçu il y a une semaine. C'est un jeu qui est inspiré des films found footage à la projet Blair Witch et autres, qui parle beaucoup d'histoires un peu creepypasta, des enlèvements par des aliens, des maisons hantées, ce genre de choses. Il y a un système qui est ok sans être extraordinaire. Moi, je l'ai joué plusieurs fois, j'ai joué les scénarios plusieurs fois et je joue plutôt avec les Liminal Horror. Mais il y a une vraie ambiance qui ressort de ce bouquin et des scénarios qu'on nous propose. Les scénarios sont souvent assez inégaux, mais il y en a qui sont assez sympas. Il y en a 4 déjà dans le livre de base, et dans les 2 recueils de scénarios respectivement, dans le premier il y en a 12, dans le second il y en a 9. Il y a quand même de quoi faire, et je pense que même si j'en ferai pas une critique, ça méritait quand même d'en parler un petit peu. Voilà, et ben Gorgor, je sais pas si tu as des choses à dire sur ces 2 jeux, sinon on peut passer à Salutations. On peut. D'accord, Euh, Salutations, Mr. Grey, c'est ça? Tout à fait. En fait, je sais pas si vous avez vu ou si tu as vu le bundle pour le Typhon Sinlaku sur Itch.io. Donc j'ai pris le bundle et j'ai pris le temps de regarder un peu tous les jeux. Je vais en parler, c'est les jeux en fait dont je vais parler qui arrivent par la suite. Et le premier, c'est Salutations Mr. Grey. C'est une incursion pour Trophy Dark dans l'univers de Londres 19, fin 19e, début 20e siècle, avec une mission qui est confiée au PJ, où ils vont devoir voler le portrait de Dorian Gray. Alors moi j'aime beaucoup le système de Trophy Dark, j'ai déjà testé, c'est vraiment le principe où les PJ vont mourir, perdre ou perdre la raison, devenir fou à la fin du one shot. Donc Trophy Dark est vraiment fait comme ça. Il y a eu des versions qui ont été, il y a eu la version Trophy Gold où ils peuvent espérer survivre quelques séances de plus. En fait Trophy Dark vient de Cthulhu Dark à la base comme système, mais pas que. Et j'ai trouvé cette incursion très sympathique. Donc c'est pas un jeu en tant que tel, mais il y a tout ce qu'il faut dedans pour y jouer. Et en fait, si vous aimez bien les one-shots assez simples à mettre en page, en musique, et où vous n'avez pas vraiment d'espoir de vous en tirer vivant à la fin, conseillez ça à votre MJ. Ça sera un moment assez sympathique dans la haute société du Londres Victoria. Et je te propose d'enchaîner avec les jeux que toi tu voulais présenter, Ouais, ça, sauf si je tu as des connais pas, commentaires. je connais pas ce jeu-là, mais Trophy, c'est un jeu qui mériterait d'être critiqué sur la chaîne, je pense. Si un jour ça intéresse, c'est un jeu qui s'est fait quand même, qui a trouvé son public, qui s'est fait une place dans le catalogue The Gauntlet, et j'ai jamais testé, mais je suis curieux. Ben moi, je vais passer donc à 2 jeux solo, c'est ce que je disais. Et ça va faire écho à ce que j'expliquais tout à l'heure sur les jeux émergents, parce que les jeux solo sont la majorité du temps des jeux émergents par définition. Mais ces 2-là, je les ai choisis déjà parce qu'ils sont bons, ils sont différents de ce à quoi on est habitué. Et c'est 2 jeux où il y a une histoire qui est précise, il y a une vraie direction, tu le sens dans les prompts qu'on te donne, ça va quelque part. Alors, ces 2 jeux, Wretched and Alone, qui sont des jeux qui sont inspirés par le système The Wretched de Chris Bissett, pardon. Peut-être qu'un jour je ferai une revue de gamme, comme toi tu l'as fait pour les jeux Carved from Biddlewood.
sur ces jeux-là. Il y en a beaucoup qui sont de très bonne qualité. Et puis, j'ai choisi ces deux jeux-là, d'une part parce que j'y ai joué dans le mois qui vient de s'écouler, mais aussi parce que, tu sais ce que je disais, il y a 2 mois, j'expliquais que j'étais un peu fatigué d'avoir toujours du fantastique dans les jeux, que ce soit les jeux fantasy ou même les jeux contemporains. Il faut toujours quelque chose de surnaturel. Et dans ces deux jeux-là, pas du tout. En tout cas, pas dans la base qu'on te donne. Tu peux le rajouter si tu veux, mais c'est pas prévu comme ça à la base. Dans le premier Blood in the Margins, donc de Chris Bissett lui-même, c'est une histoire de serial killer. On a des tas de films dans ce genre-là et très peu de jeux qui se limitent à des serial killers. Il y a toujours du fantastique quelque part. Là, on te propose un serial killer sur un campus universitaire. C'est très dans ce mode. Il y a un sous-genre très spécifique des serial killers à la fac. Et ben, c'est ce genre qu'explore Blood in the Margins. Le système, il est classique avec des cartes, des jets de dés, des prompts. On te demande d'écrire quand même un petit peu. Donc, les allergiques à l'écriture, ça vont peut-être être un petit peu gênés par ce point-là. Mais on te fait toujours partir d'un extrait très bien écrit, parce que Chris Bissett sait écrire. Et je trouve que ça facilite pas mal de choses. Moi, j'ai fait 2 parties et j'ai vraiment aimé. Je sais pas si j'en ferai 3. Je trouve que souvent les jeux, c'est plus intéressant. Les jeux solo, en tout cas, c'est intéressant quand tu fais 1 ou 2 parties et après tu explores autre chose. C'est pour ça que j'aime pas les jeux qui sont trop généraux. Je préfère une histoire bien précise que je joue une fois ou 2 maximum et après je passe à autre chose. Il y a tellement de jeux sur le marché. Mais celui-là fait excellemment bien le travail selon moi. Le deuxième jeu, SSBN, qui tire son nom du nom des sous-marins nucléaires, ce qu'on appelle les lanceurs d'engins en français, donc des sous-marins qui lancent des missiles nucléaires dans la marine britannique. C'est aussi un jeu Ratchet and Alone et je le trouve encore plus intéressant. Vous incarnez le capitaine d'un sous-marin nucléaire, donc logiquement en pleine guerre froide. Il y a une structure en 3 actes. Au début, vous allez participer à un exercice militaire et puis après, finalement, vous ne rentrez pas au port. Je ne vais pas vous dire ce qui se passe, mais concrètement, vous partez en mission et vous allez être sous tension, à savoir est-ce que vous allez utiliser vos missiles ou pas. Donc, pas de surnaturel non plus. Et il y a plein de bonnes idées dans la façon dont la proposition est déployée. Par exemple, alors je ne sais pas si tu le sais, moi je ne savais pas, mais à bord de tous les sous-marins nucléaires britanniques, tous les capitaines ont une lettre écrite par le Premier ministre britannique au moment où il prend, il prend sa fonction. Ok, lettre qui est fermée sous scellé, gardée dans un coffre-fort, qu'on n'ouvre que si jamais le capitaine perd le contact avec le gouvernement. C'est ce que le Premier ministre recommande de faire au cas où le gouvernement aurait été annihilé par une attaque nucléaire. Lettre que, si jamais ça n'est pas arrivé, c'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé, cette lettre-là, on la prend et on la brûle quand le Premier ministre démissionne. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dans cette lettre. Ça, c'est quelque chose de vrai. Et ce jeu solo a repris ce même principe. Et il y a 6 lettres au début du bouquin que tu n'es pas censé lire. Tu les imprimes, tu les mets dans 6 enveloppes différentes, avec aucune note dessus. Tu en prends une au hasard, tu la mets à côté de toi quand tu joues. Tous les jours, tu as un système de phases, tu lances tes dés. Et si tes dés, tu n'as que des 1, ça veut dire qu'il y a eu une attaque nucléaire. Et là, tu dois ouvrir la lettre et savoir ce que tu fais. Alors, il n'y a pas que ça dans le jeu, il y a aussi des prompts, il y a 3 actes narratifs, c'est assez bien construit. Mais il y a cette lettre qui est toujours là, et normalement, tu la poses en face de toi, donc elle est présente visuellement. L'acte 1, tu lances 5 D6, donc il y a peu de chances que tu fasses que des 1. Mais l'acte 2, tu en lances 4. L'acte 3, tu en lances 3 seulement. Donc tu vois, plus tu avances, plus il y a de chances que la situation devienne explosive. Mais si jamais ça n'est pas arrivé, il y a plein de fins possibles en fonction des prompts. L'annihilation, c'est juste une parmi tant d'autres. Donc si jamais tu n'as pas eu ces 3-1, par exemple, cette lettre, tu n'es pas censé la lire, tu es censé la détruire, comme dans la vraie vie, sans jamais savoir ce qu'il y a dedans. Moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai fait plusieurs parties aussi. Alors qu'en général, je fais juste 1 ou 2 parties maximum. J'en ai fait plusieurs. Il y a vraiment plusieurs fins qui partent dans des directions totalement différentes. Je disais, c'est bien fait. J'ai pas précisé, mais c'est une version HCAN.
Donc, le jeu n'est pas fini. Le jeu est gratuit, sans illustration, disponible sur Itch.io. Si vous y intéressez, vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais déjà, avec cette version HCAN, je la trouve très intéressante et je pense que je ferai d'autres parties de SSBN. Donc voilà, moi j'ai fait le tour. Je sais que tu dis pas trop jeux solo, Gorgor. Pourquoi, toi qui aimes tant les jeux émergents, pourquoi les jeux solo, non? Ben parce que j'aime pas jouer tout seul en fait. Je trouve que. Logique. Alors, j'ai découvert le jeu de rôle avec les livres dont vous êtes le héros. C'était sympathique. Je jetais pas les dés hein, parce que ça me saoulait de gérer ça. Je préférais lire l'histoire et arriver à une conclusion satisfaisante, hein. Mais quand j'ai découvert le jeu de rôle à plusieurs, ben, les livres dont vous êtes le héros, je les ai mis de côté en fait. Et dès que je sors un jeu de rôle solo, je le lis, mais j'arrive pas à m'y mettre pour y jouer. Et c'est pareil pour les jeux de plateau, hein. J'ai pas mal de jeux de plateau solo et ben, j'arrive pas à y jouer en fait. Je m'amuse pas ou pas du tout, enfin, pas assez en tout cas, tout seul. Est-ce que le jeu de rôle solo est du jeu de rôle pour toi? Tout à fait, c'est tout à fait du jeu de rôle. Ça renvoie à une discussion qu'on a eue sur le Discord. Tout le monde n'était pas d'accord. Pour moi, oui, à 200%. Peut-être qu'un jour, il faudra faire une vidéo sur le jeu solo aussi sur la chaîne. Il y a plein de choses à dire. Mais là, on va passer donc à un nouveau jeu de ton côté, Gorgor. Tu voulais nous parler de Bullets and Bourbon. C'est ça? Tout à fait. Ben, c'est donc un jeu qui était dans le bundle, hein, et c'est un jeu. Alors, on voit que c'est un jeu amateur, hein. Les illustrations, c'est du crayonné, mais c'est 10 fois mieux que ce que je pourrais faire moi-même, hein, mais on voit que c'est très très amateur. La mise en page est très sommaire, en 2 colonnes. Et comme le nom pourrait le laisser présumer, c'est un jeu western. Qui peut être joué avec ou sans surnaturel. De base, il n'y en a pas. Et alors, j'ai trouvé que la mécanique s'intégrait spécialement bien à l'univers, hein. On joue avec des jeux de cartes, chacun un jeu de cartes. Et il y a cette notion de mise, de prise de risque qu'on va faire, où on va ajouter, enfin, choisir de tirer certaines cartes. Il y a des effets particuliers qui vont se déclencher en fonction de ce qu'on tire. Les figures, en fait, font des effets particuliers. Et le jeu reste assez simple. Il y a un aspect vraiment ludique où on va choisir ce qu'on va vraiment investir dans le jet. Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on use nos ressources ou pas? Parce que le jeu de cartes représente des ressources. Pareil pour le MJ. Et donc, il y a un côté, on va dire, symétrique. Enfin, c'est asymétrique parce que les règles ne fonctionnent pas exactement de la même façon, mais il y a beaucoup de similitudes et donc le MJ va aussi s'amuser à choisir, à retourner les cartes et avoir les effets qui se produisent en fonction de ce qui retourne. Et c'est typiquement le jeu. J'ai parlé tout à l'heure que j'aimais pas du tout la création aléatoire de personnages. C'est un jeu où on crée son personnage de manière aléatoire. On tire son archétype au hasard en fonction de ce qu'on sort comme carte. On tire nos attributs au hasard, mais on aura toujours le même nombre de points. Donc c'est une création où ça va déterminer en fait dans quel domaine on est plus doué ou on peut plus miser, mais pas le nombre de points qui pourrait être variable. Et donc ça, c'est déjà une création aléatoire que je préfère. Et en fait, toute l'histoire du personnage va être créée au travers de tirages de cartes, hein, ce qui va forcer le joueur à on va dire, à réfléchir à comment tout va s'imbriquer, et puis à réfléchir comment tous les joueurs vont s'imbriquer ensemble pour former un groupe. Donc c'est un groupe de cow-boys, entre guillemets, ou de cow-girls. L'idée étant, c'est assez bien présenté, en fait, même si c'est un jeu très simple et qui a assez peu de pages. L'idée est vraiment de dire, bah, OK, où les PJ vont arriver, il va y avoir quelque chose à faire. Et voilà des idées de ce qu'on peut développer. Alors, à côté de ça, il y a quand même des suppléments. Il y a un supplément de contexte pour jouer dans la région qui est décrite. Il y a 2 scénarios et il y a une liste d'avis de recherche pour tous les bandits de la région. En lisant le jeu, en fait, je me suis dit, c'est ce que Deadlands aurait pu être, et ça a l'air plus intéressant en fait que ce que Deadlands propose. Les illustrations en moins. Oui, oui, c'est clair que c'est pas édité de manière professionnelle, donc, mais voilà, ça a le mérite d'exister, on va dire ça comme ça, et d'illustrer en tout cas les archétypes principalement. Et le Reloaded dans le titre, c'est quoi? Parce que c'est une version augmentée, c'est une seconde édition ou c'est juste là pour faire joli?
Alors, de ce que j'ai lu, ils ont effectivement fait une première version, ils l'ont playtesté, c'était pas convaincant, ils ont refait une deuxième version, et donc il doit y avoir 10 personnes à mon avis qui ont vu la version pas reloaded, et puis cette version-ci a l'air déjà plus aboutie, même si il manque plein de choses. Hein. Le chapitre, enfin, comprendre les règles, mais il m'a fallu lire l'ensemble 2 fois, parce que tout n'est pas forcément... on voit que ça manque de pédagogie, en fait. Et le chapitre au MJ n'est pas assez développé, mais il y a plein d'autres jeux qui offrent ça, et ça reste un jeu amateur. Donc voilà, faut un peu de degré de tolérance, mais j'aimerais vraiment bien le tester, en fait. Ok, ok, intéressant. Du coup, on va passer à la suite sur deux jeux dont je voulais parler, deux jeux narratifs que là, je crois que tu les connais, Gorgor, à savoir The Time We Have et Under the Autumn Strangely. Tu en as entendu parler, il me semble. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Le premier, c'est un jeu qui a été nominé pas mal de fois récemment pour des prix release internationaux. Alors, c'est un jeu original qui a une approche assez similaire à l'Hôtel du Lion Rouge, si vous le connaissez. Donc, tout le jeu se situe sur des cartes, hein, même les règles. Normalement, vous tirez les règles au début pour qu'on vous explique le système et savoir comment le jouer. C'est un jeu sans MJ pour 2 personnes. Idéalement, si on suit ce qui est expliqué dans les règles, c'est pour 2 frères et sœurs, mais je pense que ça devrait tout à fait marcher en couple, par exemple. Et c'est censé être joué en physique à travers une porte. Et c'est important parce que normalement, vous êtes l'un et l'autre, les deux joueurs ou joueuses sont censés être assis par terre, de part et d'autre d'une porte fermée, et on est censé se passer des cartes sous la porte. Il y a plusieurs types d'histoires, il y a plusieurs types d'accroches, on va dire, mais la base, le point commun entre toutes ces histoires, c'est que c'est une histoire d'après fin du monde. On pense tout de suite à des histoires de zombies, mais il y a 2 rôles différents. L'un des 2 joueurs est infecté, l'autre ne l'est pas, et tout le jeu vous invite adopter une approche assez introspective, où vous devez repenser à la vie passée, à comment vous réagiriez si quelqu'un à qui vous teniez énormément était infecté, vous ne pouviez plus lui parler, vous ne pourriez pas lui dire au revoir parce que il pourrait se passer des choses. S'il y a une infection, vous pourriez être infecté aussi. Comment vous jouez ça? Je ne l'ai pas testé, mais je suis curieux. Je ne sais pas comment je pourrais jouer ça en ligne. Ma femme, elle ne joue pas au jeu de rôle, donc je ne peux pas jouer avec elle. Mais je trouve le principe extrêmement intéressant et j'aimerais trouver une façon un jour de le tester. Tu en penses quoi, encore, The Time We Have? Alors effectivement, ça a l'air intéressant. Je pense que vu que ma femme joue au jeu de rôle, ça pourrait être un jeu que je pourrais tester avec elle quand on aura un peu de temps. Mais j'ai peur de finir dans le fond du jardin enterré. Si jamais je ne suis pas, je ne fais pas les bons choix. C'est le risque. L'autre jeu, ça s'appelle Under the Autumn Strangely. Donc c'est un autre jeu original pour 3 joueurs. Cette fois-ci, toujours pas de MJ à proprement parler. C'est de la narration partagée. Mais le principe, c'est que il y a un joueur qui décrit le ou les personnages, le ou les actions des personnages, y compris des PNJ. Enfin, c'est pas des PNJ, mais des personnages, tous les personnages de l'univers. Un autre joueur décrit l'univers, c'est un peu, il endosse un peu le rôle plus traditionnel du MJ, même si tout ça c'est partagé. Et la dernière personne, décrit comment l'horreur ou le surnaturel vient s'immiscer dans cette histoire. Donc c'est pas 3 joueurs qui jouent 3 personnages différents, c'est chaque joueur incarne un aspect différent de la narration. Sachant qu'en plus de ça, il y a un système où chacun de ces 3 rôles peut contredire un seul des autres rôles. Donc il y a une mécanique de rapport de force qui s'établit entre ces 3 rôles et une structure en 3 chapitres où l'équilibre de ces rôles varie, c'est-à-dire qu'au début, il va y avoir le personnage qui a trois actions, on va dire, alors que le personnage qui joue le rôle n'en a qu'une, et ça va s'inverser. Dans l'acte 3, c'est l'horreur qui va avoir 3 entrées, là où le personnage en aura beaucoup moins. Donc, je ne l'ai pas testé non plus, mais je trouve le système assez intéressant, assez curieux. J'ai proposé de le tester sur Discord. C'est ce genre de proposition très originale que je testerai plutôt à l'écrit.
personnellement, tellement c'est différent de ce à quoi on est habitué, pour voir ce que ça donne et peut-être plus tard le tester dans un format plus classique à l'oral. Mais si jamais il y a des joueurs qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir sur le Discord parce qu'on on pourrait peut-être tester ça ensemble. Toi, c'est le genre de proposition qui t'intéresse ou pas du tout? Alors oui, et ça me fait penser à deux catégories de jeux. Il y a les jeux Belonging Outside Belonging, où il y a justement cette thématique de jouer dans certains jeux, en tout cas, de jouer des concepts. Genre, j'incarne le monde, j'incarne la justice, j'incarne la magie, qui peut être amené. Le jeu Polaris de Ben Lehman, je ne sais pas si tu connais, pas celui avec les sous-marins, hein, celui Je où connais on pas du tout ça. joue justement des oppositions entre des personnages. Et il y a vraiment cette notion d'opposition, de dualité, de rapport de force, de choix narratif, de sacrifice. Et à mon avis, il devrait en être inspiré. En tout cas, il y a l'air d'avoir des sources ou des pistes, en tout cas. Ok, 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 ok. Ce qui nous amène donc à notre dernière ligne droite. 3 jeux, un pour toi, 2 pour moi. Toi, tu voulais nous parler de Brawler, c'est ça? Tout à fait. Alors, Brawler the Pummeling, comme le nom, comme l'auteur l'a appelé. C'est un jeu qui m'a tapé dans l'œil en fait, parce que quand on regarde la maquette, en fait, on voit des petits sprites 8 bits. Et en fait, c'est un jeu qui propose de faire du jeu de rôle dans un contexte de Street of Rage, Double Dragon, Golden Axe, donc les vieux jeux de bornes d'arcade, hein, qui certains sont encore d'actualité, comme Street of Rage. Je pense que le 4 est la dernière itération. Et en fait, on va incarner des personnages qui vont se promener dans la ville, hein, qui vont affronter des ennemis, des adversaires, pour au final trouver un boss et lui péter la gueule. Hein, on va appeler un chat un chat. Et donc, vu comme ça a l'air, c'est pas du tout le genre de jeu qui pourrait me plaire, hein, parce que c'est assez mécanisé. Il y a un système de combo, de combat, d'attrition avec des points de vie, des choses dans ce genre-là. Et en fait, il y a toute une petite couche qui a été rajoutée pour mettre un peu de roleplay, de narratif derrière tout ça. Et le système en lui-même, en fait, il y a un truc qui est assez ludique. Enfin, il y a différentes petites mécaniques qui sont assez ludiques. Le système de combo, par exemple, on prend une combo, il y a des combos légères et des combos lourdes. On choisit deux chiffres sur un des 10, ça joue qu'avec des D10. Et si on fait ces deux chiffres-là sur les dés qu'on a lancés, paf, on fait la combo, ou les combos lourdes, c'est trois chiffres. Donc si par exemple on choisit la combo, le coup de pied du diable, combo lourde, on choisit, si on fait 6-6-6, si on fait 6-6-6 sur les 3 dés, la combo se déclenche et fait des effets supplémentaires, mais c'est le joueur qui choisit déjà les chiffres. Donc ça a un côté intéressant parce qu'on peut commencer à personnaliser avec nos petits chiffres fétiches et donc avoir un petit côté comment dire, pimp my brawler, on va dire. Et on peut développer justement toute une série de petites choses comme ça, visiter des magasins pour développer le personnage. Alors, c'est pas un jeu révolutionnaire, mais clairement, c'est un jeu apéro plus plus en fait. Les règles sont un peu plus compliquées qu'un jeu apéro classique, mais ça peut se jouer sur 2, 3, 4 séances. Quand on a envie de déconnecter d'une campagne de 6 ans sur du Cthulhu où on s'est bien cassé la tête, c'est un jeu qui permet en fait d'évacuer un peu de pression et d'avoir, on va dire, une autre approche, une autre expérience du jeu de rôle. J'ai toujours été un grand fan de mon côté des jeux de combat comme Street Fighter qui avait été motorisé par le système White Wolf ou Tiamat qui est un jeu justement où il y a des combats d'arts martiaux et les gens se battent entre eux. Mais les systèmes n'ont jamais vraiment parlé. Et ici, je trouve que le système réussit là où des jeux plus prestigieux ou édités de manière plus professionnelle se sont un peu vautrés. Je sais pas si toi, c'est quelque chose qui te parle comme type de jeu. Alors, les jeux vidéo, oui, de façon ponctuelle, hein, mais j'ai jamais été intéressé à l'idée d'adapter ça en jeu de rôle, de le jouer dans un jeu de rôle. Je pense qu'il y a des choses qui passent très bien dans un média et beaucoup moins dans un autre. Mais je sais pas, je regarderai. J'ai été chercher le jeu sur Itch.io parce que il y a au moment où je fais cette vidéo, il y a des copies de la communauté, des exemplaires de la communauté. Alors pour ceux qui ne savent pas, Itch.io c'est une autre plateforme
de vente de jeux de rôle, notamment de jeux vidéo et de jeux de rôle, très présente dans le monde du jeu indépendant, et beaucoup de jeux proposent des copies de la communauté, c'est des copies qu'on peut prendre gratuitement. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez pas les moyens, ou si vous êtes juste curieux, vous pouvez toujours aller y jeter un coup d'œil. Donc je l'ai feuilleté, je ne l'ai pas lu en soi, mais ça m'a l'air sympa, mais je suis pas sûr que ce soit le type de proposition ludique sur laquelle j'ai envie de passer du temps. Il faudra qu'on teste un one-shot un jour. Pourquoi pas? Pourquoi pas sur un one-shot? Ça se fait. Très bien, moi je vais partir sur mes 2 derniers jeux aussi, à savoir Fatherfog et The Floodbell Tolls in Saint Magnus. Alors, Fatherfog, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est publié par Tuesday Night Games, qui est l'éditeur de Mothership. Fatherfog, Mothership, vous voyez peut-être un lien. C'est un jeu qui vient de sortir, il est gratuit, un peu comme le Player Manual de Mothership à l'époque. Le PDF de Fatherfog est gratuit sur le site de l'éditeur. Ça s'appelle l'édition 0. C'est très professionnel au niveau de la forme. C'est très agréable. C'est très adapté au ton. Alors, on est dans un univers recouvert de brume pour jouer de l'horreur dans un setting de fantasy, on va dire. C'est une adaptation du système Mothership. On reprend le Panic Engine avec le dessin et beaucoup d'éléments et au niveau mécanique et dans la présentation viennent de Mothership, c'est assez clair. Ce n'est pas Sean McCoy, l'éditeur de Mothership, qui s'en occupe, c'est... j'ai oublié son prénom. C'est l'éditeur de Tuesday Night Games, c'est le CEO en quelque sorte, le responsable de Tuesday Night Games qui écrit ce bouquin. Sean McCoy n'est pas impliqué. Mais on sent quand même, c'est clairement un hack de ce que fait Mothership. Le jeu est assez sympa. Là aussi, il y a plein de bonnes idées. Il y a des effets liés au désespoir qui, ça ne fonctionne pas comme la panique. On peut aussi rencontrer la faucheuse. Quand on meurt, on rencontre la faucheuse et on peut refuser de mourir. Mais à ce moment-là, on passe un pacte et il va se passer forcément des choses plus tard. C'est une idée assez sympa. C'est un joli jeu. Je ne sais pas s'il va trouver son public parce que des jeux horrifiques et des jeux de fantasy, il a quand même un paquet. Il n'y a pas de scénario ni inclus ni même à côté. Donc je ne sais pas si ça va marcher ou pas. Mais pour un livre gratuit, je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil. C'est vraiment sympa, c'est joli, il y a des bonnes idées. Et vu qu'on a fait la critique de Mothership sur la chaîne, je pensais que c'était approprié d'en toucher un mot. Et mon dernier jeu, ce sera un jeu avec un titre assez long, The Floodbell Tolls in Saint Magnus. C'est un setting agnostique, donc il n'y a pas de système de jeu en soi. Un setting qui présente un univers steampunk où le monde a été inondé par les flots, les survivants sont réfugiés sur une espèce d'île Saint Magnus. C'est un setting qui est très bien présenté, très dynamique avec plein d'accroches. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que moi, quand j'ai lu, j'ai bien accroché. Alors, il y a plein d'accroches, il y a un scénario à la fin qui est assez sympa, qui fait un peu penser à un scénario à la Alien, mais dans un univers steampunk post-apo. Et donc, la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit que c'était le jeu avec l'anglais le plus difficile que j'ai jamais lu. Et j'en ai lu des jeux et des romans. Et tu sais, je me suis dit, puisque c'est aussi difficile, je serais curieux de voir comment je traduirais ça. Donc j'ai envoyé un mail à l'auteur et on s'est mis d'accord pour proposer une traduction française qui va approcher. Alors je sais pas quand, je travaille dessus quand j'ai le temps. Et j'ai choisi ce jeu parce qu'il est intéressant, mais aussi parce que jetez-y un coup d'œil en anglais, vous allez voir, c'est extrêmement littéraire, très riche au niveau du lexique, au niveau du style, et j'espère que je vais arriver à faire un truc sympa en français. Ça arrivera quand ça arrivera, je vous en reparlerai. Mais je me disais que j'allais aussi en parler dans ce journal parce que tant qu'avoir une chaîne YouTube, autant que ça serve aussi un peu. Je t'invite vraiment à lire Polaris de Ben Lehman. Tu vas voir que le style littéraire est aussi extrêmement chargé. Ah, ben c'est un jeu très très difficile d'accès à la lecture, je trouve. J'y jeterai un coup d'œil. Ouais.
pourquoi pas. Un peu comme, je sais pas si tu as déjà lu Burning Wheels, Oui, il le est jeu là-bas. lui-même. C'est un des jeux que j'ai en physique. J'en ai pas beaucoup des jeux en physique, hein, mais je l'ai en physique. C'est aussi un jeu, alors moi, mais c'est un jeu que j'ai trouvé très dur à la lecture. Mhm. Ouais, mais c'est un peu différent, c'est parce qu'il y a beaucoup de mots spécifiques pas au setting, à l'univers, au type d'univers. Là, dans ce livre-là dont je parle, c'est parce que c'est le style qui est extrêmement compliqué. Et pas Ok, faussement compliqué, pas faussement artificiel. C'est juste très bien écrit, ok, ok. d'après moi. Moi, je voulais rajouter une petite Mhm. chose par rapport au bundle, justement, qui font signe la coup. Il y a plein d'autres jeux dont je n'ai pas parlé, hein. Il y a beaucoup de suppléments pour plein de jeux, principalement OSR. Il y a des suppléments pour Kern, pour Mothership, pour Liminal Aurore, pour Cloud Empress, qui est le hack éco-futuriste, made-fan de Mothership. Pour Knefs, pour la 5e édition, il y a des jeux solo, il y a des jeux sans MJ. Donc il y a vraiment pas mal de jeux. Il y en a certains qui ont attiré mon attention, mais que j'ai pas eu le temps de lire au complet, donc j'en ai pas parlé ici. Mais je vous invite vraiment, quand il y a un bundle sur Itch.io, à y jeter un œil, parce que généralement pour 10-15 euros, vous vous retrouvez avec une tripotée de jeux, et dedans il y a toujours bien 5, 10, 15 jeux qui valent la peine. Et donc c'est super intéressant en matière d'investissement monétaire, on va dire, surtout quand vous n'avez pas beaucoup d'argent. Ce sont des bonnes opportunités. Voilà, on va peut-être s'arrêter là. Moi, il y avait beaucoup d'autres jeux dont j'avais envie de parler, mais on ne peut pas non plus discuter pendant des heures et des heures. Peut-être que d'ailleurs ce format retour de lecture sera amené à évoluer plus tard, mais ça, on en reparlera. Avant de clôturer notre vidéo, on va juste peut-être toucher un mot des critiques qui risquent d'arriver bientôt sur la chaîne. Toi, Gorgor, tu aimerais parler de quoi? Alors moi, ça fait longtemps que j'ai dans mes tiroirs une critique du Dirty System et du scénario Deepwater Horizon, que j'ai relu récemment pour avoir tout ça bien en tête pour pouvoir préparer la critique, hein. Et le jeu Edge, qui a été financé il y a 2 mois, je pense, 2, 3 mois, en financement participatif, en tout cas qui a été diffusé aux souscripteurs, et que dont j'aimerais bien parler. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Alors j'avais aussi l'idée de parler de Backslash, pardon, le jeu français qui a été primé, mais je suis assez mitigé, donc ça va redemander une nouvelle lecture pour voir si j'en fais vraiment une critique ou si ça sera juste une petite anecdote dans le prochain journal. Peut-être, j'aurais peut-être des choses à dire aussi si tu en parles dans un journal. Ok, ok. Moi, de mon côté, pareil, je vais enfin faire cette vidéo sur Chronique oubliée contemporain, et qui est prévue depuis le début de la chaîne. Elle est dans l'agenda, mais là, c'est la prochaine normalement. Donc, Chronique oubliée contemporain V2. Aussi parce que je vais commencer une phase de setting contemporain, de jeu contemporain. J'ai eu une phase sci-fi, science-fiction que je viens de clôturer. Maintenant, je vais parler de Chronique oubliée contemporain, de Liminal Aurore, de Midnight of the Century, qui est un jeu indépendant qui vient de sortir, qui nous met sur la trace de Soul Killer, justement. Peut-être des jeux de Jack Panic. Chaque fois, je confonds son nom. Jack Panic, Jack Frost. C'est Jack Panic, c'est ça, je me trompe. La dernière fois, je m'étais trompé dans le dernier journal. Donc, les jeux DNGL. Et pour la suite on verra peut-être une revue de gamme sur des jeux solo. Juste le débat que j'avais annoncé il y a 2 mois, que finalement j'ai pas eu le temps de faire à cause de ce déménagement sur la critique du jeu de rôle. On verra si je trouve le temps de l'organiser ou pas, mais en tout cas, on l'a pas oublié. Et peut-être qu'effectivement, on organisera d'autres débats sur la chaîne d'ici quelques temps. Voilà. Parfait. Eh ben, un grand merci de nous avoir suivis pour ce petit journal. Et moi, je vous dis à bientôt sur One Shot. Merci à vous. Merci à toi, encore. Et à bientôt. Au revoir.